je veux dire. On retrouve Julien de Lausanne, coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Marseille. Il nous accueille dans la maison MSF, un lieu de mise à l'abri et d'accompagnement des mineurs ouvert depuis peu. Le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est une maison sur 2 étages qui peut contenir jusque 20 jeunes. Elle est constituée d'espaces communs dans lesquels les jeunes vivent, font leurs devoirs, cuisinent et interagissent. Il y a donc quelques chambres qui permettent d'accueillir 20 jeunes, un bureau pour les travailleurs sociaux, infirmières et psychologues. Et ce lieu se trouve à côté d'un petit parc dans lequel le jeune peut aller faire du sport et prendre l'air. Pierre, il a vachement avancé sur la maison. Il a fini la pièce, là. Donc quasiment, mais là, ça commence à ressembler à quelque chose. Le garage aussi, il a fini. Et je crois qu'il y a la terrasse qui est ouverte aussi dans le bureau. Non, c'est de la gueule, c'est chouette. MSF a commencé à s'intéresser à la problématique des MNA en France autour des années 2017. C'est ça qu'on a constaté que parmi les migrants qui arrivaient en France, parmi les plus vulnérables étaient les mineurs isolés. Et parmi ces mineurs isolés, il y avait les jeunes qui étaient en recours, qui étaient encore plus vulnérables. Marseille a été identifié comme un endroit où il y avait beaucoup de jeunes dans les rues. Oui, je viens de Guinée-Conakry. À Kindia, c'est mon ville, à côté de la capitale. Après, je suis là. Ma mère accueilli tout. Je m'appelle Ibrahim Diallo, je suis 16 ans, j'ai 16 ans. Oui, je suis bien ici. Mais meilleur qu'avant. Oui. On a décidé de se focaliser sur les jeunes qui nous apparaissaient comme les plus vulnérables, donc les mineurs en recours, et de leur apporter un accompagnement qui était pluridisciplinaire avec une équipe de professionnels. L'objectif étant de pouvoir réinsérer des jeunes qui avaient été donc mis de côté par le conseil départemental et de pouvoir les aider dans leur procédure de recours en minorité. À l'anglais, un peu. C'est que je parlais vraiment français et italien. Après, les langues africaines, je parle bambara. Et je parle comment... Il y a ce fameux Mohamed qui a été chez nous pendant plusieurs mois, pour lequel nous avons eu qui a beaucoup contribué à l'ambiance de la maison, puisque c'était un peu un individu moteur avec sa bonne humeur et sa capacité d'initiative. J'étais en Italie, j'avais commencé à apprendre déjà l'italien, parce que moi de base j'aime vraiment étudier en fait. Donc quand je suis arrivé en Italie, j'ai pas tardé, je me suis mis à apprendre la langue. Le centre où on nous a accueillis, ça allait, sauf que la vie de là-bas me plaisait pas. Parfois, tu sortais, tu étais les victimes du racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, mais c'était un peu différent par rapport à l'Italie, en fait. Je m'attendais que ouais, peut-être ici, ça allait être un peu plus facile par rapport à là-bas, en fait. Je suis venu, tout s'est tombé sur ma tête, en fait. J'étais surpris d'avoir comment c'était. Mais comme on le dit, il y a tout le temps les bons et les mauvais partout, en fait. Je suis Mohamed, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis électricien, je vis à Marseille. Maintenant, j'ai 18 ans. Je suis parti de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quand maintenant, il y a un peu longtemps. Et d'abord, je suis passé par la Libye. Trajet vraiment pénible. Et je ne serais pas vraiment rentré dans les détails, en fait. Parce que je suis arrivé à Marseille, d'abord, je suis arrivé, j'ai fait un jour à la gare. J'ai dormi un jour là-bas. Parce que je ne savais pas où aller. Ils arrivent chez nous, ils sont
généralement assez choqués de la précarité dans laquelle ils se sont trouvés. Généralement, ils font des passages à la rue avant d'être détectés par des réseaux de solidarité et avant d'être éventuellement référés à notre maison. La principale violence, c'est celle qui est induite par la non prise en charge. Un parcours à la rue pour un gamin qui est déjà à genoux, qui a déjà vécu des éléments traumatisants, ça va renforcer, ça va exacerber une situation psychologique qui est déjà désastreuse. J'ai croisé quelqu'un à la gare qui m'a indiqué le squat Saint-Just. J'y suis allé le 4 avril pour nous emmener à l'hôtel. Il y a de mauvais souvenirs. Quand j'étais à l'hôtel, je n'étais pas traité comme il fallait en fait. On constate qu'un grand nombre de jeunes a subi un trauma pendant son parcours. On estime que 50% des jeunes ont des troubles psychiques qui sont liés à la précarité, donc c'est la situation dans laquelle ils se trouvent quand ils sont en France, donc du fait de la non prise en charge du conseil départemental. On a environ 37% des jeunes qui ont un psychotrauma. Donc un psychotrauma, c'est une atteinte profonde dans leur santé mentale et qui va avoir pour effet parfois de l'empêcher de se situer dans l'espace, dans le temps. Ça va l'empêcher de dormir, ça va l'empêcher de pouvoir se concentrer. En gros, c'est un blocage intense pour la vie normale de ce jeune. Or, quand les jeunes font leur évaluation, ils vont se retrouver devant des évaluateurs qui vont leur demander d'expliquer leur parcours. Ce psychotrauma va empêcher le jeune, dans beaucoup de cas, de pouvoir énoncer clairement son parcours, de se repérer dans le temps, dans l'espace. Et dans la mesure où l'évaluation est beaucoup portée sur le récit que le jeune peut faire de son parcours, forcément, le psychotrauma a un effet sur l'évaluation. Je suis resté pendant 8 à 9 mois. J'étais à l'hôtel, j'attendais l'évaluation, j'attendais qu'on m'héberge dans un foyer ou dans un endroit, dans un appart et tout. Donc, du coup, quand on est allé, ils faisaient les évaluations, allaient faire les tests, poser les questions. Ils prenaient quelque chose de 3 heures, 4 heures en train de poser les questions. Demander les gens comment tu es venu, nanani, nanana. Après, ils disent ouais, tu n'es pas un mineur, on ne peut pas te prendre en charge. Ils ont envoyé le résultat de l'évaluation. Ils ont dit qu'ils estimaient que je n'étais pas mineur parce que les papiers, mon histoire, c'est comme si j'avais écrit. Le jeune est sans arrêt en train d'être remis en question sur ce qu'il est et sur l'identité qu'il donne. Cette présomption de majorité, ces évaluations qui sont faites à charge, empêchent le jeune de pouvoir aborder la vie de manière sereine. Il faut qu'il justifie constamment de qui il est, et même quand il le fait, ce sont parfois et souvent des éléments qui ne sont pas du tout objectifs qui vont déterminer son avenir. Notre rôle, ça va être d'accompagner le jeune dans son parcours avec son avocat. C'est MSF qui s'occupe des gens, du coup ils vont t'héberger en attendant qu'on fasse un recours devant les juges pour que ta minorité soit reconnue en fait. Je suis arrivé à MSF en février, si je ne me trompe pas. Et là, je suis resté là-bas et j'ai commencé à faire mes documents. Oui, Moussa. Rebonjour, c'est Laurie Quinson, ton avocate. Tu es toujours au consulat? Est-ce que tu veux essayer de me repasser la personne qui m'avait dit qu'il fallait que je la rappelle dans 1 heure? Pour soutenir les mineurs dans leur démarche et permettre leur accès aux droits, MSF travaille en lien étroit avec des avocats spécialisés. Ils sont regroupés au sein de la commission mineurs non accompagnés auprès du barreau de Marseille. Dans leur cabinet, les 3 avocates responsables de cette commission, maître Laurie Quinson, maître Constance Rudloff et maître Marlène Yushchenko, reçoivent quotidiennement les mineurs pour les conseiller et les défendre à chaque étape. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Laurie Quinson, avocate à Marseille. Donc Laurie Quinson, avocate au barreau de Marseille et co-responsable avec Marlène Yushchenko et Constance Rudloff de la commission MNA auprès du barreau de Marseille. Alors Mahmoud, oui. Je te reçois aujourd'hui
Parce que, alors, qui a saisi pour MSF s'est vraiment inscrit dans cette problématique de ces jeunes-là qui n'ont le droit à rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés mineurs, ils ne peuvent pas faire valoir une majorité non plus, puisqu'ils ont des actes le plus souvent, ou en tout cas, eux se savent mineurs, donc ils se présentent comme étant mineurs. Et donc, c'est des jeunes qui ne vont pas avoir accès à l'hébergement d'urgence de droit commun, du type 115. C'est vraiment des jeunes démunis et MSF est vraiment venu se positionner auprès de ces jeunes-là. 21 février. Et qui a été mis dehors quand? Vendredi, jeudi? Vendredi. Vendredi, ouais. Ce sont des jeunes en recours, c'est-à-dire que ce n'est pas des jeunes à qui on a définitivement fermé la porte et pour lesquels la minorité ne sera jamais reconnue. C'est souvent des jeunes pour lesquels, à un certain stade de la procédure judiciaire notamment, ils n'ont pas été en mesure de prouver leur minorité par des éléments tels que état civil ou examen médical. En tout cas, il y a encore des voies de recours pour eux. Donc le 28. Et donc, tu es sorti hier? Non, pas hier. Tu es sorti quand? Le lundi d'avant? Non. Ça fait combien de temps que tu es au squat Constance Rudloff, avocate au barreau de Marseille et co-responsable avec mes consoeurs de la commission mineurs non accompagnés. Donc c'est vrai qu'à Marseille, c'est particulier je pense par rapport aux autres villes et aux autres barreaux de France. On est organisé en commission. C'est une commission dédiée aux mineurs non accompagnés. Et le but en fait de s'être organisé en commission, c'est que chaque mineur puisse avoir accès à un avocat qui soit spécialisé, en tout cas formé et compétent sur toutes les questions des MNA, que ce soit au moment où ils arrivent et qu'ils demandent une protection auprès du département, donc une protection en tant que mineurs en danger, isolés sur le territoire, donc sans leurs parents, donc ils relèvent de l'aide sociale à l'enfance comme n'importe quel mineur en danger sur le territoire français, peu importe qu'il soit étranger ou pas. Je suis Marlène Yushchenko et je suis avocate au barreau de Marseille, co-responsable avec mes consoeurs ici présentes de la commission MNA. Le juge des enfants, donc on le saisit, on l'informe de ce qu'un jeune est seul en danger sur le territoire marseillais. Et en parallèle de ça, le jeune va aller pointer entre guillemets auprès du département. Il va se rendre à une association qui est l'ADAP 13. Il est censé aller pointer 3 fois par semaine en sachant que c'est vraiment pointé, hein. Il n'y a aucun autre accueil, il y a rien qui est donné, hein. Juste pour se signaler et pour attendre d'avoir une place pour être mis à l'abri par le département. Une fois qu'ils se retrouvent dans ces hôtels, ils sont complètement isolés et pour beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une telle régression dans leur prise en charge. Et effectivement, sur les hôtels de mise à l'abri de l'ADAP 13, on sait bien que les éducateurs passent très très peu. Ce qu'on nous raconte, c'est des éducateurs qui viennent avec des tickets de snack pour les distribuer aux jeunes. Et les jeunes sont très peu en lien avec ces éducateurs qui pourtant sont interrogés par les évaluateurs pour venir décrire le comportement du jeune et venir dire si le jeune a un comportement adolescent ou non. Donc cette absence de prise en charge, en fait, elle est vraiment très problématique. Alors l'évaluation, c'est essentiellement un rendez-vous entre le jeune et 3 évaluateurs, je pense qu'ils sont deux évaluateurs et un interprète. Soit présent physiquement, soit par téléphone. Et de cette évaluation, l'ADAP 13 va dire au département si, selon eux, le jeune est mineur ou majeur. Ensuite, si le jeune est évalué mineur, ça posera pas trop de difficultés. On va avoir une audience devant le juge des enfants qui va valider et puis le jeune va continuer à être pris en charge. Après, on pourra discuter de la qualité de la prise en charge qui est effectivement bien en deçà de ce qu'elle peut être pour des mineurs français sur le territoire. Donc ça aussi, on essaye de mener des combats par rapport à cette qualité de la prise en charge. Et puis, quand le jeune est évalué comme étant majeur, c'est là où il va s'ouvrir vraiment une bataille juridique. On va essayer d'avoir d'autres éléments pour venir démontrer auprès du juge des enfants qu'effectivement le jeune est bien mineur.
Le jeune qui est évalué comme étant majeur par le département, le plus souvent il est sorti des dispositifs sans qu'il lui soit proposé un autre hébergement, alors que même un sans-papier a droit à un hébergement d'urgence. Et donc là, nous aussi, on a tout un travail à faire auprès des hébergements d'urgence de droit commun pour que le jeune puisse se faire héberger sur du droit commun, ou alors en travaillant avec des associations du type MSF. Et là, vraiment, c'est super précieux pour nous, pour que le jeune qui est déminorisé puisse, le temps du combat judiciaire pour qu'il soit reminorisé, on va dire, qu'il puisse attendre dans des bonnes conditions. Vous imaginez bien qu'un jeune qui est en errance dans la rue, il va pas avoir comme priorité première d'arriver à se voir envoyer des documents d'état civil corrects, etc. Tandis que s'il bénéficie d'une prise en charge correcte et qu'effectivement il n'est pas en danger au niveau de ses besoins les plus élémentaires, là il va pouvoir faire en sorte d'avoir des éléments qui vont convaincre le juge de sa minorité. Ils arrivent après un long parcours migratoire extrêmement difficile, puisque la plupart du coup des jeunes qu'on rencontre viennent, pour une grande majorité en tout cas, viennent d'Afrique subsaharienne. Donc ils arrivent à Marseille après ce long parcours, du coup qui est déjà traumatisant à la fois physiquement, psychiquement et institutionnellement parlant, puisque déjà même dans le premier pays européen dans lequel ils arrivent, l'institution ne fait pas son travail. Les associations également sont familières des violences psychiques que subissent les jeunes, donc vont aussi également pouvoir repérer s'il y a des jeunes qui sont déjà en tout cas en décompensation par rapport à ça et pouvoir les orienter très rapidement. Après, ces fragilités-là peuvent apparaître à plus long terme, puisqu'en fait, ces jeunes, ils sont toujours dans leur logique de survie dans laquelle ils étaient et qui malheureusement se poursuit en France tant qu'ils ne sont pas sécurisés d'un point de vue administratif, donc tant qu'ils ne vont pas être reconnus mineurs, ça va être extrêmement difficile pour eux de se projeter, que ce soit dans un futur en France, dans leur scolarité, et du coup aussi lâcher prise psychologiquement pour demander de l'aide si ils souffrent par exemple de syndrome post-traumatique, parce qu'il y a quand même eu quelques années des jeunes qui souffraient, qui confrontés à la violence institutionnelle, puisqu'il y a quelques années, les délais de mise à l'abri étaient de plusieurs mois, et après ils restaient encore des mois en hôtel, sans réel accompagnement éducatif, et donc avec, pour certains, il y avait une trentaine de jeunes dans des hôtels, avec un éducateur qui passe tous les 3 jours, et pour les plus fragiles, ça peut être dramatique. Cette prise en charge psychologique et psycho-affective, elle est déterminante, y compris dans l'évaluation de la minorité du jeune, puisque dans le cadre de l'évaluation, les questions qui vont être posées et qui vont permettre de conclure à une minorité ou une majorité, ça va être basé pour l'essentiel sur la cohérence du récit, les rapports spatio-temporels, le parcours d'exil, etc. Or, on sait qu'un jeune qui présente des difficultés au niveau psy va avoir beaucoup de mal à se raconter, à raconter son histoire, à raconter son parcours. J'ai l'impression que c'est une sorte de double peine aussi et un cercle vicieux, puisque tant que les jeunes ne sont pas bien pris en charge au niveau psy, il y a ce risque qu'ils n'arrivent pas à répondre aux interrogations des évaluateurs, et donc forcément les interrogateurs, au lieu de dire ok, il y a peut-être des traumas qui expliquent ces incohérences, ils vont juste dire que la personne ment puisqu'il y a des incohérences. Il y a un temps de répit qu'on juge tous, et sur le plan psychologique fondamental pour les jeunes, mais que le législateur vient de rappeler. C'est-à-dire que dans le cadre effectivement du renforcement de la protection de l'enfance, récemment, il a été ajouté dans le Code de l'action sociale et des familles, et précisément sur cet aspect évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés, qu'il doit y avoir une phase de répit obligatoire et salvatrice pour les jeunes. Et on voit encore une fois que le CD13, dans sa volonté de contourner ce qui lui est reproché depuis plusieurs années, ne parvient pas à dissocier effectivement cette notion de mise à l'abri qui va permettre ce répit, de l'évaluation qui va s'enchaîner très vite et qui aura les effets délétères qu'on vient de voir ensemble.
Le critère prépondérant aussi dans l'évaluation, malheureusement, ça devient le physique et l'attitude générale du jeune. Et ce critère qui, normalement, est un des critères du faisceau d'indices dans le cadre de l'évaluation, est en tout cas à Marseille le critère prépondérant duquel va découler l'ensemble des autres critères après qui vont être étudiés lors de l'évaluation. Évidemment, le département et son association délégataire, l'ADAPT 13, n'hésitent pas à reprendre ce critère-là dans les évaluations, alors qu'on sait que c'est des critères qui sont extrêmement subjectifs. Franchement, c'était pas facile, c'était pas une partie de plaisir en fait. Peut-être que ça prendra 12 mois, 18 mois. Des fois, on a des jeunes qu'on parvient à faire placer à la veille de leur majorité. Et c'est pas grave, c'est un statut qui est quand même reconnu. Et pendant ce temps-là, ils auront été pris en charge de manière bénévole par les associations sur le territoire marseillais. Peut-être mieux que s'ils avaient été pris en charge d'ailleurs par les services sociaux du département. C'est en 2021 là, que j'ai été pris en charge. Du coup, tout ce temps, j'ai passé à MSF. Franchement, c'était trop bien. Ils nous aidaient beaucoup, MSF. Et c'est vraiment un moment que j'ai passé depuis mon arrivée en France. Malgré toutes les difficultés, quand j'étais avec eux, ça allait en fait. Parce que ils organisaient les activités, toutes les démarches administratives qu'on avait besoin, tous les accompagnements. On avait tout. Même dans les difficultés qu'ils ont pu rencontrer devant l'autorité administrative ou devant l'autorité judiciaire, c'est des jeunes qui, eux, ils sont là pour quoi concrètement sur le territoire français? Pour s'assurer un avenir. Et c'est des jeunes qui ne lâchent jamais ça. Eux, leur objectif, c'est aller à l'école, apprendre un métier, pouvoir subvenir à leurs besoins et peut-être à ceux de leur famille au pays. Et c'est des jeunes-là qui, pendant ce temps-là, que ça prenne encore une fois 12 mois, 18 mois, c'est des jeunes qui n'auront jamais lâché ça. Et je crois que finalement, c'est une grande satisfaction pour eux, même si au fond, bah oui, la brisure, elle doit être là, la cassure, elle doit être là, et ils nous en parlent pas forcément. Rarement, on a des jeunes qui sont venus nous dire, et moi, comment je vais faire pour être indemnisé de mes 18 mois où ils m'ont fait perdre ma vie, quoi, en gros, en tout cas, beaucoup de temps. J'étais dégoûté de tout ce qui s'est passé autour de moi. C'est grâce aux personnes qui travaillent à la MSF. À chaque fois qu'ils nous montaient le moral, ils venaient, ouais, tenez bon, ça va aller. Même si la vie ne vous prend pas en charge, nous on vous aidera, quoi qu'il en soit en fait.